Il leur suffira de dire solennellement et fortement, plus de guerre. Nous n'acceptons pas que dans aucun cas, pour aucune cause, dans aucune circonstance, la guerre que nous avons clouée au pilori comme un crime puisse se réveiller contre les peuples. Plus de guerre. Le slogan que martèle Aristide Briand à la tribune de la Société des Nations est déjà une vieille utopie. Elle a mûri dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et le président Wilson, qui avait eu tant de mal à convaincre ses compatriotes de venir combattre en Europe, s'est dépensé sans compter pour adjoindre au traité de Versailles, en 1919, un pacte portant création de la Société des Nations. Mais la Société des Nations est un édifice fragile. Sa charte ne prévoit aucun système de coercition contre les États délinquants. Elle échouera d'autant plus à freiner la montée de la barbarie que Wilson ne parviendra jamais à persuader le Congrès américain d'y adhérer. Installée à Genève, la Société des Nations reçoit ses premiers coups des militaristes japonais. Jamais condamnés pour leur agression en Mandchourie, ils claqueront la porte de l'organisation internationale en mars 1933. Ce sera ensuite au tour de Mussolini de rompre avec une Société des Nations incapable de sanctionner son agression contre l'Éthiopie. Ces images du Négus, venant réclamer en vain la justice au nom du droit, restent pour toute une génération le symbole de l'impuissance des démocraties face au totalitarisme. Même si c'est Hitler qui va porter le coup de grâce à cette Société des Nations qui prétendait garantir l'indépendance politique et l'intégrité territoriale des États, quelle que soit leur puissance. The League is dead. Long live the United Nations. Les bonnes idées ne meurent pas. Elles peuvent même être plus têtues que les guerres. Voilà pourquoi les représentants de 50 pays se retrouvent à San Francisco pour ressusciter la Société des Nations sous la forme des Nations Unies. Le rendez-vous de San Francisco est ancien. Il a été pris par les Alliés, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, en pleine Deuxième Guerre mondiale, alors que se profilait enfin la possibilité d'une victoire. La création de l'Organisation des Nations Unies a été confirmée en 1945 à Yalta par Staline, Churchill et Roosevelt. L'idée est toujours la même. Il appartient aux vainqueurs de la guerre, on cooptera la France et la Chine, d'élaborer un nouvel ordre international fondé non pas sur la force et les marchandages entre puissances, mais sur le droit, la justice et le châtiment pour les récalcitrants. La fin de la guerre, la défaite de l'Allemagne hitlérienne par les armées venues de l'Est comme de l'Ouest, les embrassades entre combattants de tous les fronts,
la joie devant la liberté retrouvée, entretiennent un moment l'utopie. Les épreuves, la guerre froide, sont pour demain. Lors de la signature de la charte de l'ONU, beaucoup croient qu'il crée les bases d'un gouvernement mondial. Peu se doutent être à la veille d'une compétition Est-Ouest dont on a pourtant tenu compte dans le fonctionnement du Conseil de sécurité qui accorde un droit de veto à chacun des 5 membres permanents. There were many who doubted that agreement could ever be reached by these 50 countries, differing so much in race and religion, in language and culture. But these differences were all forgotten in one unshakable unity of determination to find a way to end war. Pour en finir avec la guerre, lance Truman à San Francisco. Et 2 mois plus tard, c'est la destruction d'Hiroshima par la première bombe atomique opérationnelle. Elle va contraindre le Japon à la reddition. Mais elle annonce aussi la course aux armes nucléaires qui va bientôt opposer les États-Unis à l'URSS. Peu s'en doutent déjà lorsque s'ouvre à Londres la première Assemblée générale des Nations unies qui va choisir New York comme siège de l'organisation. Il faut maintenant déclarer ouverte la première séance de la première Assemblée des Nations unies. Tâche urgente, on élit pour la première fois un secrétaire général, après tractation entre Moscou et Washington, qui récusent leurs candidats respectifs. C'est le socialiste norvégien, Trygve Lie, candidature de compromis, qui est élu. Première crise au Conseil de sécurité. L'affaire iranienne due au refus de l'URSS d'évacuer le nord de l'Iran contrairement aux accords conclus avec les Alliés. Brought to the attention of the Council a dispute between Iran and the Soviet government, which it declared was likely to endanger international peace and security. Therefore, sir, the view of the Australian delegation is that this question should be placed on the agenda paper. Translation. L'Union soviétique cherche à gagner du temps et réclame le report à plus tard de l'examen de la plainte iranienne. Les délégués qui sont d'avis d'accepter cette proposition sont priés de la main. Two in favor, not carried. En vain. La proposition a recueilli 2 voix, elle n'est pas acceptée. De dépit, le représentant soviétique, qui n'est autre qu'Andrei Gromyko, quitte le Conseil. La crise se résoudra plus tard, hors du cadre de l'ONU, lorsque Staline acceptera de renoncer à l'annexion de facto du nord de l'Iran. Deuxième crise, la guerre civile grecque. Elle oppose les maquis communistes au gouvernement d'Athènes. Une commission de l'ONU vient enquêter sur des ingérences étrangères, mais là encore, la crise se dénouera plus tard, sans intervention de l'ONU, lorsque Truman décidera d'aider le gouvernement grec pour éviter au pays de passer sous contrôle soviétique. La première guerre israélo-arabe a éclaté au Proche-Orient en mai 1948, les États arabes refusant le plan de partage de la Palestine, approuvé en 1947 par l'Assemblée générale. Dès le début des hostilités, l'ONU tente de s'interposer et nomme un médiateur, le Suédois Bernadotte. Le plan de partage prévoyait la création d'un État juif, d'un État arabe et l'internationalisation de Jérusalem. Washington et Moscou avaient approuvé. Londres et les États arabes s'étaient prononcés contre. Soupçonné par les extrémistes juifs de favoriser les intérêts arabes, Bernadotte est assassiné. Vainqueur sur le terrain, le jeune État d'Israël est admis aux Nations Unies avec le soutien de l'URSS le 11 mai 1949. L'ONU pansera les plaies
en créant une agence permanente, l'UNRWA, qui prendra en charge les 500 ou 600 000 Palestiniens réfugiés dans les États arabes voisins, peu empressés de les intégrer. La Charte de San Francisco a reconnu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle exige aussi des membres de l'ONU qu'ils aient foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine. Voilà pourquoi Eleanor Roosevelt, la veuve du président, félicite en décembre 1948 l'Assemblée générale de l'ONU d'avoir adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un texte qui constitue comme l'ébauche d'un premier devoir d'ingérence dans les affaires intérieures des États. Господа делегаты, эта сессия войдет в историю Организации Объединенных Наций. André Wyszynski, le procureur préféré de Staline, qui avait mis en scène les grands procès de Moscou, reconverti dans la diplomatie, ne s'y trompe d'ailleurs pas. Tout en faisant l'éloge des droits de l'homme, il critique, sans pouvoir en empêcher l'adoption, un document jugé trop bourgeois. Chiang Kai-shek, le chef du Kuomintang et de la Chine nationaliste, réfugié à Formose. Mao Tse-tung, maître de la Chine continentale depuis la défaite de son adversaire en 1949. Quelle Chine? Dès le début de 1950, l'URSS exige que le siège permanent du Conseil de sécurité, attribué à la Chine nationaliste en 1945, revienne à la Chine communiste. Le 13 février, le Conseil refuse. Le délégué soviétique annonce alors que son gouvernement va pratiquer la politique de la chaise vide et qu'il ne participera plus aux travaux du Conseil tant qu'y siégera le représentant de Formose. Les absents ayant toujours tort, le représentant soviétique réapparaît le 1er août. Profitant du fait qu'il assure la présidence du Conseil, il tente une nouvelle fois d'obtenir l'expulsion de la Chine nationaliste au profit de la Chine communiste. En vain. В качестве председателя объявляю свое постановление, рулинг, о том, что присутствующий на заседании Совета Безопасности представитель Гоминдановской группы не является представителем Китая и в силу этого не может участвовать в заседаниях Совета Безопасности. I represent the only Chinese government. My right to be here is beyond any dispute. The President of the Security Council is not a dictator. Our charter and our system of government in the United Nations and in the Security Council regards the officers of the Security Councils as the agents of the members. And it is not within the privileges or the powers of the President of the Security Council to change the rules, to make arbitrary rulings, to refuse to obey Rule 30. The point is strictly up to the President to put this question to a vote. A challenge has been made, and Rule 30 commands him to put it to the vote immediately. Le retour soviétique au Conseil de sécurité est une conséquence de la guerre de Corée, déclenchée le 25 juin 1950 par la Corée du Nord. Seule l'absence de l'URSS au Conseil de sécurité a permis aux États-Unis d'éviter un veto de Moscou à l'envoi d'un puissant contingent américain. Avec l'offensive lancée par MacArthur, le conflit va prendre un aspect dramatique. La Chine réplique en envoyant plusieurs centaines de milliers de prétendus volontaires. Le rappel de MacArthur évite l'extension du conflit à la Chine. La crise ne sera réglée qu'en 1953. Elle donnera lieu à d'innombrables passes d'armes au Conseil de sécurité. Следовательно, правительство США поставило Организацию Объединенных Наций и весь мир перед совершившимся фактом, то есть перед фактом своей агрессии против корейского народа. Так незаконно и произвольно правительство Соединенных Штатов Америки стало на путь открытого вооруженного вмешательства в гражданскую войну Кореи. Whose troops are attacking deep in somebody else's territory? The North Koreans. Whose territory is overrun by an invading army? The Republic of Korea's.
Who is assisting the Republic of Korea to defend itself? The United Nations, with the support of 53 of the 59 members. Who has the influence and the power to call off the invading North Korean army? The Soviet Union. For well over a year now, the Soviet propaganda machine has been harping on one theme, namely that the world is divided into two camps. The camp of imperialism and aggression, led by the Western countries, and notably by the United States, and the camp of democracy and peace, led by the Soviet Union, with the help of communist parties all over the world. Ces affrontements n'empêchent pas l'ONU de s'installer dans ses meubles. En 1950, elle construit ses locaux actuels, situés à New York, sur un terrain offert par John Rockefeller au cœur de Manhattan, sur la rive de l'East River. Signe de la prééminence américaine en ces temps-là, ce sont les États-Unis qui financent l'essentiel de l'élégant gratte-ciel d'une quarantaine d'étages, qui est devenu l'une des attractions touristiques de la métropole. Pour éviter le veto soviétique, les États-Unis font adopter une résolution donnant à l'Assemblée générale les mêmes droits que le Conseil de sécurité en matière de recours à la force. C'est la résolution Hutchison. 2 ans plus tard, fatigué des incessantes attaques de Moscou, Trygve Lie démissionne du secrétariat général. Dag Hammarskjöld, I wish you from the bottom of my heart welcome to New York and to the United Nations headquarters. You are going to take over the most impossible job on earth. But I wish you all luck and all the best. Thank you very much for those kind words. Mais c'est seulement après la mort de Staline que l'économiste suédois Dag Hammarskjöld lui succède en avril 1953. Dag Hammarskjöld va être confronté à 3 crises internationales. La première éclate en juillet 1956, lorsque Nasser nationalise le canal de Suez. Assurés du soutien à peine secret de Londres et Paris, les Israéliens s'emparent du Sinaï à la fin du mois d'octobre. The government of the United States feels that it is imperative that the Council act in the promptest manner to determine that a breach of the peace has occurred, to order that the military actions undertaken by Israel cease immediately, and to make clear its view that the Israeli armed forces be immediately withdrawn behind the established armistice line. Israel is not out to conquer any new territory, but is determined to wipe out the bases in the Sinai wilderness from which murder and death and destruction are launched against her. Les États-Unis demandent la condamnation d'Israël. Ils se heurtent au double veto franco-britannique. Sous couvert de médiation, Londres et Paris menacent alors d'intervenir en Égypte. Further, in order to separate the belligerents and to guarantee freedom of transit through the canal by the ships of all nations, we have asked the Egyptian government to agree that Anglo-French forces should move temporarily, I repeat temporarily, into key positions at Port Said, Ismailia and Suez. Les Français et les Britanniques interviennent le 5 novembre, malgré une mise en garde de l'Assemblée générale. L'aventure ne dure que quelques heures. Devant les menaces soviétiques d'intervention et face à la colère d'Eisenhower, Français et Britanniques acceptent vite un cessez-le-feu. Leurs forces rembarquent le 24 décembre pour laisser la place à un contingent des Nations Unies. Il est accueilli avec enthousiasme par la population égyptienne. L'erreur de Paris et de Londres a été de croire que l'URSS, aux prises avec l'insurrection hongroise, ne se manifesterait pas. Grâce à son droit de veto, Moscou empêche les Nations Unies de se mêler des événements de Budapest. Hammarskjöld ne peut que constater le fait. I communicated at once the resolution of the General Assembly of the 4th of November to the government of Hungary. When, after a few days, I had so far no reaction,
I sent a request drawing attention to the wish of the General Assembly that observers, signed by me, be admitted to Hungary. In reply to that communication, I got later, after some further exchanges, a statement to the effect that the government of Hungary felt that the presence of UN observers in Hungary was not warranted. L'intervention soviétique à Budapest a lieu le 4 novembre, 24 heures avant celle des Français et des Britanniques à Suez. Elle concerne les intérêts vitaux d'une des deux superpuissances. À part quelques protestations de principe, l'ONU ne s'en mêle pas. Exclues plus que jamais des affaires Est-Ouest, les Nations Unies n'en changent pas moins insensiblement de nature. Le mouvement de décolonisation s'accélère en Afrique et en Asie. Il accentue l'aspect mondial d'une organisation dont la composition était à l'origine essentiellement européenne. Du fait des accessions à l'indépendance, le nombre de ses membres augmente. De 50 en 1945, il est passé à 60 en 1955, à 80 à la fin de 1956, à 105 à la fin de 1961, à 159 en 1985. L'accession du Congo ex-belge à l'indépendance, le 30 juin 1960, offre à Dag Hammarskjöld sa troisième et dernière crise internationale. Mal préparée, l'ancienne colonie belge sombre très vite dans le chaos. Elle est divisée entre un pouvoir central mal contrôlé par Lumumba et la sécession du Katanga, dirigée par Moïse Tshombe, qui bénéficie de l'appui des intérêts miniers belges. L'envoi d'un contingent des Nations Unies ne suffit pas à ramener le calme, d'autant plus que l'URSS de Khrouchtchev jette de l'huile sur le feu en menaçant de venir à l'aide de Lumumba. To kindly stand again, aside once again, while I deal with a point of order which... Господа, господин председатель, мы живем на земле не милостью Божией и не вашей милостью, а силою и разумом нашего великого народа Советского Союза и всех народов, которые борются за свою независимость. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству. Долой его и похоронить его чем глубже, тем лучше. Now, any man of goodwill knows that this is a time for reason and for constructive action. This is a moment which is putting the United Nations on trial. This is not a time for provocative and reckless charges. Mais le temps n'est pas à la raison. La force des Nations Unies ne dispose que d'un mandat ambigu. Il est plus facile de célébrer Noël au Congo que d'y faire la guerre, ou d'en préserver une unité qui ne va pas de soi. La charité à la rigueur, qui a été rebaptisée depuis devoir humanitaire. Les contradictions entre grandes puissances, le manque de moyens et de connaissance du terrain africain vont longtemps cantonner les casques bleus dans ces activités caritatives. Un peu comme si les maux qu'il s'agissait de combattre n'étaient pas le résultat d'affrontements politiques, ethniques et militaires bien précis.
car les sécessions et les combats pendant ce temps se multiplient. Volte-face politique sur fond de guerre froide, renversement d'alliances qui vont mener à l'assassinat de Patrice Lumumba. Dans ce contexte, les forces de l'ONU se retrouvent parfois dans des situations qu'on pourrait définir de mini-poudrières, révoltes ponctuelles de populations saisies d'idées sécessionnistes incontrôlables. Le refus de Dag Hammarskjöld de réduire par la force la sécession katangaise, la prise du pouvoir par Mobutu, constitue autant d'arguments pour Khrouchtchev pour réclamer la démission de Dag Hammarskjöld. Monsieur K cherche sa revanche aux Nations Unies et réclame le remplacement du secrétaire général par une troïka constituée d'un occidental, d'un représentant du bloc communiste et d'un représentant du tiers-monde. La paralysie garantie. Dag Hammarskjöld, qui avait rêvé d'une organisation des Nations Unies puissante, multiplie les missions de médiation. C'est lors d'une de ces missions qu'il trouvera la mort dans un mystérieux accident d'avion le 17 septembre 61. Et John Kennedy, qui a remplacé quelques mois auparavant Eisenhower à la Maison-Blanche, va lui rendre hommage en ces termes. La parole est à Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique. Mr. President, honored delegates, ladies and gentlemen, we meet here in an hour of grief and challenge. Dag Hammarskjöld is dead, but the United Nations lives. His tragedy is deep in our hearts, but the tasks for which he died are at the top of our agenda. A noble servant of peace is gone, but the quest for peace lies before us. The problem is not the death of one man. The problem is the life of this organization. Américains et soviétiques finissent par se mettre d'accord sur un successeur. Ce sera le Birman U Thant, dont l'une des premières tâches consistera à mettre un terme à l'engagement des Nations Unies au Congo, avec l'aide financière et le soutien des États-Unis, qui avait manqué à son prédécesseur. C'est en des termes que ne renierait pas aujourd'hui un Boutros Ghali qu'il évoque les obstacles auxquels se heurte l'ONU. Isn't it possible, I'm looking at it probably rather pessimistically, but it seems to me possible, that a powerful nation which felt very strongly against some peacekeeping operation, suppose there's a third and a fourth, which there may well be, wouldn't it be possible by withholding its dues in time to almost to assure the bankruptcy of the organization? It is possible. It is possible. Here lies a danger. Because the whole solvency of the UN, the whole efficiency of the UN to discharge its role efficiently depends on the resources, as I've just said. If I may say so, the UN depends on 3 M's for the peacekeeping operations. There's money, men, and materials. If we don't get these 3 M's, I think the future of the UN is, if I may say so, quite gloomy. Plus d'une vingtaine de nouveaux États vont rejoindre les Nations Unies pendant les 10 années que U Thant passe à la tête de l'organisation. Des résistances à l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes existent toujours, notamment en Rhodésie du Sud, dont la minorité blanche déclare l'indépendance en novembre 65, ce qui entraîne des sanctions économiques à son égard. Plus tard, le même système de sanctions sera appliqué à l'Afrique du Sud, coupable d'apartheid. La lutte pour l'indépendance éclate dans les colonies portugaises. Il n'en reste pas moins que dès le début des années 60, il existe une majorité tiers-mondiste à l'Assemblée générale et que cela ne fait pas l'affaire des pays occidentaux qui y sont régulièrement fustigés. La liberté dont il est question, sur un plan moral et philosophique, comme sur un plan historique,
n'intéresse pas seulement les peuples colonisés ou ceux qui l'ont été. La statue de la liberté. Je continue à dire que pour nous, ce n'est pas la liberté américaine que la statue magnifie. C'est la liberté de tous les peuples, la liberté de tous les hommes. D'autant que la liberté est indivisible. Celui qui la divise n'est plus libre de lui-même. Octobre 1962. Le monde est menacé d'une guerre nucléaire lorsque les États-Unis révèlent, photographies aériennes à l'appui, que Fidel Castro a accepté l'installation à Cuba de fusées nucléaires qui menacent directement le territoire américain. Les Nations Unies ne jouent aucun rôle dans la crise, qui sera réglée à l'issue d'un bras de fer américano-soviétique, mais elle constitue une excellente tribune. Adlai Stevenson met ici en accusation Valerian Zorin. And that is only one example, one illustration of the work going forward in Cuba on intermediate range missile bases. The second photograph displays details of two of these pads. Even an eye untrained in photographic interpretation can clearly see the buildings in which the missiles are checked out and maintained ready to fire. A missile trailer, trucks to move missiles out to the launching pad, erectors to raise the missiles to launching position, tank trucks to provide fuel, vans from which the missile firing is controlled. In short, all of the requirements to maintain, load, and fire these terrible weapons. All right, sir. Let me ask you one simple question. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no? Don't wait for the translation, yes or no? I should like to say Продолжайте вашу речь, господин Стивенсон. В свое время вы получите ответ. Mr. Stevenson, would you continue your statement, please? You will receive the answer in the due course. Do not worry. I'm prepared to wait for my answer until hell freezes over, if that's your decision. Les États-Unis sont déjà engagés dans la guerre du Vietnam et vont l'être de plus en plus sous les présidences Johnson, puis Nixon, avant de parvenir à se dégager en 1973. La guerre s'étend au Laos et au Cambodge. Les campus s'enflamment. Lyndon Johnson, qui a succédé à John Kennedy après l'attentat de Dallas, renonce à se représenter en 1968, tant il est devenu impopulaire. Jamais, cependant, la guerre du Vietnam ne constituera un sujet de discussion, encore moins de vote, au sein du Conseil de sécurité. Droit de veto oblige. C'est ce que constate un opposant à la guerre comme le pasteur Martin Luther King, après avoir été reçu au siège de l'ONU par le secrétaire général adjoint, Ralph Bunche. No, other than discussing this petition, and Dr. Bunch made it very clear that the United Nations and the Secretary General are very much concerned about the war in Vietnam, and he made it clear that they were very frustrated and disappointed that they were in a situation where they see for the first time a war taking place since the existence of the United Nations that they've been unable to do anything about. Les Nations Unies vont se retrouver sur la touche une nouvelle fois avec l'invasion de la Tchécoslovaquie en août 68. Là encore, le Conseil de sécurité, paralysé par le droit de veto dont ne manquerait pas de faire usage Moscou, ne peut être que le miroir dans lequel se reflète la tragédie. We identify ourselves with the declarations of the Presidium of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia
and the Presidium of the National Assembly, protesting against the occupation of Czechoslovakia by armies of the 5 countries of the Warsaw Treaty, and considering it as a violation of international law, provisions of the Warsaw Treaty and the principles of equality among nations. There was no Western conspiracy against communist rule in Czechoslovakia. There was no Czechoslovakian government request to the Soviet Union and its allies to interfere in its internal affairs. There was no request, as Moscow would have the world believe, to install a puppet regime in the capital of Masaryk, Beneš, and Dubček. This Council has a heavy responsibility, as do all members of the World Organization, to condemn this brazen violation of the United Nations Charter and to call on the Soviet Union and its allies to withdraw its forces immediately from Czechoslovakia. Об этом американский представитель забывает упоминать. О том, что единственной и самой отвратительной агрессией является агрессия американского империализма во Вьетнаме. Il est facile pour le représentant soviétique de renvoyer son collègue américain à la guerre du Vietnam. Quant au représentant tchécoslovaque, il va finir par retirer sa plainte sur les instructions de Dubček qui vient de se faire duper par les soviétiques. En 1971, Richard Nixon décide de faire preuve de réalisme à l'égard de la Chine communiste. Il a envoyé Henry Kissinger négocier en secret une normalisation des relations. Aux Nations Unies, où la Chine est toujours représentée par Taïwan, U Thant, tout comme la plupart des alliés des États-Unis, ne cache pas son désir de voir entrer la Chine continentale, fût-elle communiste. Some time ago, in response to questions, I stated through a UN spokesman that for some years to come, the nature of relationship between mainland China and the 2 superpowers will dominate the international political scene. I still hold this opinion. In my view, the present impasse in the relationship between China and the rest of the world is a tragedy. C'est le 25 octobre 1971 que le régime de Pékin est admis à l'ONU à la suite d'un vote de l'Assemblée générale qui en exclut Taïwan. Représentant les États-Unis, George Bush en reste pensif. In view of the frenzy and the irrational manners that has been exhibited in this hall, the delegation of the Republic of China has now decided not to take part to any further proceedings of this General Assembly. Thank you, Mr. President. Aujourd'hui, la question de la représentation de Taïwan à l'ONU n'est toujours pas réglée. Pékin, moins que jamais, ne veut entendre parler de la théorie des 2 Chines. וימליך מלכותי, ויצמח פורקני וקריב משכי. וחיי חונו ויום חונו לחיי לכל בית ישראל. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! La scène remonte à 1973 dans le Sinaï, au lendemain de la guerre du Kippour, pendant laquelle l'armée égyptienne a réussi un moment à ébranler Tsahal. Elle aurait pu tout aussi bien avoir été tournée en 67, après la guerre des 6 jours. Cette fois-ci encore, les Nations Unies interviennent après la bataille, avec 7000 observateurs chargés de contrôler le cessez-le-feu, de délimiter les lignes de séparation, bref,
de calmer le jeu après la tempête des armes. Peu après, ce sont quelques 1300 casques bleus supplémentaires qui rejoindront le Golan pour y tenir le même rôle. Más a la izquierda. Calmer le jeu n'est pas le but d'Arafat. Le chef de l'OLP peut enfin s'adresser à l'Assemblée générale et fouler le sol new-yorkais. Une vraie reconnaissance personnelle pour celui qui est bien souvent accusé d'encourager le terrorisme. C'est le même homme, pourtant, qui finira par reconnaître l'existence d'Israël et par serrer la main de Rabin. ويزيد من الآمال التي تعلقها شعوب العالم على مساهمة هيئة الأمم المتحدة في نصرة قضايا السلم والعدل والحرية والاستقلال وتشييد عالم خال من الاستعمار والإمبريالية والاستعمار الجديد والعنصرية بكافة أشكالها بما فيها الصهيونية. C'est aussi le même homme qui assimile sionisme et racisme devant une assemblée générale qui se croira obligée un an plus tard de reprendre ce principe à son compte, quitte à se déjuger plus de 15 ans après. Chypre. Cette île de la Méditerranée est devenue au fil des ans le symbole de la routine de l'ONU. La gestion ennuyeuse et paperassière de la séparation de communautés, toujours prête à se déchirer au moindre signal. Pour les Nations Unies, tout a commencé en 1964, lorsque les premiers casques bleus ont débarqué dans l'île après les troubles interethniques de l'année précédente. Et tout a recommencé 10 ans plus tard, lorsque la Turquie, sous prétexte de voler au secours de la communauté turque, s'est emparée par la force des armes de 40% du territoire. Chypre aujourd'hui a de la visite. Celle de Kurt Waldheim, un ancien diplomate autrichien qui a été choisi en 1971, un peu dans l'indifférence générale, pour succéder à Uttant. Ce n'est que bien après son élection au secrétariat général qu'on apprendra que son passé de collaborateur des armées hitlériennes aurait dû le disqualifier. La question de Chypre ne sera réglée ni aujourd'hui ni demain. Cela reviendrait à choisir entre Grèce et Turquie, deux membres de l'OTAN. Ce n'est d'ailleurs pas la préoccupation de ces casques bleus sans casque. Leur travail est de maintenir la paix, donc le statu quo. Et pour protéger leur morale, l'administration de l'ONU a pensé à tout, puisqu'elle sait que le séjour sera long. The other night, as I lay sleeping, oh, I dream I held you in my arms. Oh, but when I woke up this morning, found out I was mistaken. Do you know that I hung my eyes on my head and cried? Oh, you are my sunshine. Oh, my only sunshine. Oh, girl, you make me happy sometimes. My skies are gray. You never how much I love you. But I don't want you to take my children. « 1979. L'armée vietnamienne vient d'entrer au Cambodge pour renverser le régime des Khmers rouges. Au nom du nationalisme cambodgien et de la méfiance éternelle du Cambodge à l'égard de ses voisins,
Norodom Sihanouk proteste contre l'élimination des tenants de la barbarie. La République socialiste du Vietnam a décidé froidement de commencer une opération très spéciale. Consistait tout simplement à avaler le petit Kampuchea comme un boa affamé se jetant sur un innocent vertébré. Affamé. Faut-il qu'ils le soient, ces boat people, mais surtout de liberté, pour risquer leur vie au gré des tempêtes et des pirates et se retrouver indésirables au bout du voyage. Приняв решение оказать помощь Афганистану, о которой он просил, Советский Союз сделал шаг, который полностью отвечает традициям многолетней дружбы между народами двух стран. On excipe, pour justifier ce qui s'est passé à Kaboul, d'un appel lancé par les autorités afghanes. Mais la chronologie des événements ne laisse pas de doute sur le fait que le gouvernement qui aurait lancé cet appel a été formé au plus tôt le 27 décembre et que l'intervention militaire soviétique a débuté le 24 décembre. The Soviet Union must withdraw its invading troops from Afghanistan and allow the people of that beleaguered country democratically and freely to choose their own leadership and to determine their own future. Kurt Waldheim et Pérez de Cuéllar, qui va lui succéder en 1981 au soulagement général, ne se font pas d'illusions sur le résultat du vote. Ceux qui sont contre, dans ce microcosme qu'est l'ONU, une certaine convivialité se développe entre les diplomates en poste. Ainsi, Jane Kirkpatrick, la représentante de Ronald Reagan, sait se montrer presque chaleureuse avec Vorontsov, son homologue soviétique, après l'avoir attaqué à la tribune. Pourtant, ces années sont marquées par un réel blocage de la machine onusienne. Et Vorontsov, en dépit de son droit de veto, semble bien seul après l'invasion de l'Afghanistan par son pays. En 1988, Pérez de Cuéllar rencontre Saddam Hussein. La guerre déclenchée par l'Irak et l'Iran de Khomeini fait rage depuis 1980. Elle a fait des centaines de milliers de victimes. Il s'agit aujourd'hui de conclure un cessez-le-feu sous le contrôle d'observateurs des Nations Unies. Un des derniers veto américains au profit d'Israël avant la perestroïka. Those against? Y lo invito ahora a hacer uso de la palabra ante esta Asamblea General. Известна роль Советского Союза в мировых делах. И учитывая происходящую в нашей стране революционную перестройку, в которой заключен колоссальный потенциал, потенциал мира и международного сотрудничества, мы сейчас особенно заинтересованы в том, чтобы быть правильно понятыми. Поэтому мы здесь, чтобы в стенах этой самой авторитетной всемирной организации поделиться своими размышлениями и сообщить ей первой о наших новых важных решениях. Le nouveau dégel réveille de vieux espoirs. En Afghanistan d'abord, d'où l'armée rouge se retire en 89. En Angola, les Cubains partent. En Namibie, qui va pouvoir accéder à l'indépendance.
En Amérique centrale, au Nicaragua, mais surtout au Salvador où les Nations Unies participent activement au retour de la paix civile. ONUSAL, misión de observadores de las Naciones Unidas en El Salvador. Lentement, les Nations Unies entrent en renaissance. Financièrement, la situation reste critique, mais politiquement, la machine fonctionne mieux maintenant qu'elle est débarrassée de l'hypothèque du veto systématique. We must not let the United Nations go the way of the League of Nations. We must fulfill our common vision of a peaceful and just post-Cold War world. But if we are to do so, we must meet the threat to international peace created by Saddam Hussein's aggression. Saddam Hussein donne l'occasion de le vérifier à ses dépens lorsqu'il envahit le Koweït le 2 août 90. Shevardnadze ne se désolidarise pas de ses collègues occidentaux et la Chine s'abstient dans l'espoir de faire oublier Tiananmen. Comme dans l'affaire de Corée, les États-Unis mènent le bal. L'ONU ne prête que son drapeau. Mais Moscou, cette fois-ci, est consentant. Pour ne pas l'avoir compris, le dictateur irakien va subir une cuisante défaite. L'Égyptien Boutros Boutros-Ghali remplace Pérez de Cuellar, qui aura été pendant 10 ans l'homme de la prudence, puis celui du réveil. De entregar a mi sucesor una organización que ha dejado de ocupar un lugar periférico para situarse en el centro mismo del quehacer mundial y cuya credibilidad y alta eficiencia han quedado establecidas por encima de toda duda. Allow me to underline 4 basic issues which confront the international community as I see them. First, to fulfill its important objectives, not only in peacekeeping, but in peacemaking and in peace building as well. Le pari de Boutros-Ghali se révèle vite impossible à tenir. C'est l'éclatement de la Yougoslavie qui va faire voler en éclats le rêve d'un nouvel ordre international exalté par George Bush au lendemain de la guerre du Golfe. Les réactions internationales sont bien différentes. Empêtrées par leurs sympathies respectives, les puissances européennes échouent à conjurer les périls. Et lorsque le fardeau échoua aux Nations Unies en 92, l'organisation internationale ne peut faire mieux. Alors que les peuples ne songent plus qu'à faire la guerre, qu'à se venger, qu'à régler des comptes ancestraux, comment faire la paix dès lors que les mandats du Conseil de sécurité sont surtout de nature humanitaire? Les casques bleus, comme en Somalie, comme au Rwanda, impuissants, vont être les spectateurs de ce déferlement de violence, des arbitres sans autorité.
Cette présence dérisoire suffit par elle-même à poser le problème de l'avenir des Nations Unies, débarrassées de la guerre froide, mais confrontées à une multitude de conflits que l'on crut un peu vite relégués au magasin des accessoires de l'histoire.